Alors, à cette assignation territoriale va s'ajouter un tri sur la base de l'appréciation de ce que l'on va appeler des aptitudes sociales. Car dans la nouvelle procédure Parcoursup, sont prises en compte, en plus de tous les critères que j'ai tout à l'heure présentés, sont demandés, sont exigés des CV, des lettres de motivation. Par exemple, vous voulez vous inscrire en histoire à l'université Rennes 2, vous devez rédiger une lettre de motivation de 10 000 signes. Ça veut dire de 3 pages. La lettre de motivation est un exercice extrêmement codifié. Elle est donc très discriminante sur le plan social. Car en réalité, ce n'est pas les élèves qui vont écrire leur lettre de motivation, ce sont leurs parents. Il y a ceux qui auront des parents capables de rédiger cette lettre parce qu'ils l'auront fait, parce qu'ils en connaîtront les codes, parce qu'ils maîtriseront l'orthographe, et les autres, dont la lettre de motivation apparaîtra immédiatement comme bien insuffisante comparée aux premières. Même chose relativement au CV. Oui, j'ai 17 ans, je sors du bac, mais bien sûr, j'ai une longue expérience, j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, des stages en entreprise, je sais parler 3 langues, et puis j'ai un engagement associatif régulier depuis plusieurs années. Il y aura ces dossiers-là, et vous savez déjà qu'ils sont extrêmement minoritaires, et puis tous les autres, bah ouais, voilà, moi j'ai 17 ans, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas eu jusqu'ici la chance de pouvoir les faire. Et bah, le CV va aussi trier parmi ceux-là. Donc vraiment, vous voyez comment, je le redis, hein, les enfants issus des catégories, et tant mieux pour eux, c'est super qu'ils aient accès déjà à des engagements artistiques, à des expériences multiples, comment eux seront favorisés par cette procédure, et comment les autres seront mis de côté. Il y a un vrai tri social que prépare de plusieurs façons l'introduction de ces contre-réformes. Alors, je reprends, hein, j'ai montré comment la sélection était introduite. De quelle façon, concrètement, elle allait être mise en œuvre. Je voudrais maintenant vous dire à quoi elle va conduire. À quoi va conduire cette contre-réforme? D'abord à la constitution d'une université à 2 vitesses. Il y aura d'un côté les filières sélectives qui vont accueillir les meilleurs élèves, et puis les filières, je ne vais pas dire poubelles, parce qu'elles proposent des contenus de qualité, mais dans laquelle des orientations par défaut vont se faire. Celles qui vont accueillir la masse des étudiants. Et vous voyez bien comment ces licences, ces universités vont être de ce fait mises en concurrence, chacune ayant vocation à se distinguer des autres. D'ailleurs, pour capter ces fameux dossiers, pour attirer les meilleurs élèves, et se constituer ainsi ce qui va ressembler progressivement à des clientèles scolaires, à qui finalement, chaque licence, chaque université va vendre sa marque, la marque la plus prestigieuse qui soit, et pour qu'elle soit prestigieuse, eh bien, les critères de sélection seront sans doute durcis. La meilleure façon de se rendre prestigieux, c'est de trier de la façon la plus ferme ceux qui veulent vous rejoindre. Autre conséquence, ce système va conduire, et prenons rendez-vous, nous sommes le 3 février, à l'éviction de milliers, voire de dizaines de milliers de lycéens, à leur élimination. Et en particulier aux lycéens issus des catégories populaires. Mais tous sont menacés, et je voudrais un instant détailler le calendrier dans lequel nous rentrons. Depuis le 22 janvier, les lycéens de terminale entrent leurs 10 vœux sur la plateforme Parcoursup. Et ils ont jusqu'au 13 mars pour le faire. Du 14 au 31 mars, les conseils de classe du second trimestre de terminale vont rendre les avis dont je parlais tout à l'heure favorables et parfois, première alerte, non favorables. À partir du 22 mai va s'ouvrir une phase d'admission en continu. C'est-à-dire qu'à partir du 22 mai, au fil de l'eau, les lycéens reçoivent des réponses des universités. Ces réponses peuvent être oui, on est OK, on vous prend. Oui, si, on vous prend, mais à condition que vous acceptiez par exemple de faire une licence en 4 ans et pas en 3. Je vous ai dit que ça, dans la réalité, ça va concerner une infime minorité, 5 à 10% des étudiants, parce qu'il n'y a pas de moyens aujourd'hui pour mettre en place ces dispositifs d'accompagnement. Vous pouvez avoir comme réponse, vous êtes en attente. Bon, on vous prend si ceux qu'on veut prendre aujourd'hui, finalement, vont ailleurs. Et puis, bah non. Et non, on ne vous prend pas. Vous n'avez pas le bon dossier, vous n'avez pas, la lettre de motivation n'est pas très convaincante. Ça commence à partir du 22 mai et ça se prolonge, cette première phase, jusqu'au 26 juin. Et le 26 juin, il va y avoir des dizaines de milliers de lycéens qui n'auront eu que des noms. Ou que des en attente. Ils n'auront pas de place. Ils seront sans affectation. Alors que se passe-t-il
pour ces lycéens-là. Pour eux, une commission d'accès à l'enseignement supérieur est mise en place et elle est censée, cette commission d'accès à l'enseignement supérieur, leur proposer des formations au plus près de leurs choix initiaux. Vous avez compris, leurs choix initiaux, ils ne l'ont pas eu, puisqu'ils ont fait 10 vœux, ils ne les ont pas eu. Donc, sur la base de leurs 10 vœux, on va leur proposer des choses qui... Bon, moi, cette commission, je l'appelle, c'est Pôle Université. C'est l'équivalent à l'université de Pôle emploi. À Pôle emploi, qu'est-ce qu'on vous prépare? Vous êtes au chômage. On va vous proposer des emplois les plus proches possibles de ce que sont vos qualifications. On va vous en proposer un deuxième, un troisième. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous savez faire. C'est à distance de chez vous, mais on vous les propose. Vous ne les voulez pas? Eh bien, vous êtes radié. Eh bien, je pense qu'on va rentrer exactement dans le même processus, dans la même logique, du point de vue, cette fois, de lycéens et de futurs étudiants.